Bonjour très chers auditeurs et bienvenue sur Radio Médecine Douce. Alors aujourd'hui on a une émission pleine de sensualité qu'on vous a concoctée. Alors on a le plaisir de retrouver Bertrand Bimon. Bonjour Bertrand. Bonjour Nathalie. Alors, tu es praticien de médecine traditionnelle chinoise, on le rappelle. Tu diriges également les laboratoires Bimon. Alors aujourd'hui, on a décidé tous les deux de parler d'un sujet qui est très important, c'est celui de la sexualité. Alors, j'aimerais qu'on commence à parler peut-être de l'énergie sexuelle, qui est quand même l'énergie d'où l'on vient. C'est notre énergie créatrice. Parfois, on ne sait pas trop quoi en faire. Alors aujourd'hui, on va aborder pas mal de points autour de ça. Mais explique-nous en médecine traditionnelle chinoise comment on perçoit cette énergie-là. Alors, on a deux types d'énergie dans le corps. On a ce qu'on appelle l'énergie acquise et l'énergie innée. L'énergie acquise se fait par l'alimentation et la respiration. L'énergie innée, c'est le jing, notre énergie ancestrale, héréditaire. C'est celle qui est représentée chez la femme dans les ovules, chez l'homme dans le sperme. L'énergie sexuelle, on l'appelle Qing, C-H-I-N-G, qui est créée lors du plaisir de l'acte sexuel. Alors Qing, c'est l'énergie de la sexualité. Alors là, tu nous parles contenu dans le sperme et les ovules. Voilà. Le Jing, comme je disais, c'est une énergie innée que l'on va dépenser lors de l'éjaculation chez l'homme et lors de l'ovulation chez la femme. Voilà. Et le Qing, c'est l'énergie créée lors de l'acte sexuel et du plaisir sexuel. Du rapprochement. Voilà. Donc, en tout cas, en médecine traditionnelle chinoise, ils ont décidé de scinder ces deux énergies différentes. Pourquoi ? Parce que l'une, elle est comme un réservoir dans le corps qui se dépense au fur et à mesure de l'âge avançant, c'est-à-dire que le Jing diminue avec la maturité. Et le Qing est créé au moment de l'acte sexuel et du plaisir sexuel. Celui-ci peut être perdu avec le Jing lors, par exemple, de l'éjaculation chez l'homme, ou conservé pour nourrir et tonifier les organes si on a des techniques de respiration et de Tao pour pratiquer l'acte sexuel. Alors peut-être rentrons, oui, en effet, dans le vif du sujet. On en parlait un petit peu hors antenne. Il y a finalement deux types de sexualité. Une sexualité qui va nous recharger et une autre qui va nous décharger. Alors explique-nous. Alors, la pratique usuelle que l'on peut tous avoir, c'est effectivement une jouissance qu'on appellera extérieure, que ce soit féminine ou masculine. Chez l'homme, ça va se présenter sur une éjaculation, et chez la femme sur un plaisir périphérique. Ça, c'est la première. En général, on est plus occidentalement éduqué sur ce type de pratique sexuelle-là. Parce que c'est un but en soi, finalement, pour la plupart des gens. L'orgasme ou l'éjaculation. Oui, tout à fait. Et souvent, on lit les deux. On lit les deux. Alors qu'il faut savoir que, par exemple, chez l'homme, il faut dissocier l'éjaculation du plaisir. Ce sont deux choses différentes. Alors ça, première idée reçue qu'on renverse un petit peu, un homme peut éjaculer, finalement, ne pas prendre de plaisir ? L'homme peut simuler. ce qui était un privilège éternellement... Enfin, un privilège. Une possibilité féminine. Ou pas. Enfin, voilà. Parfois, on n'a pas le choix. Donc, existe aussi chez l'homme. C'est-à-dire l'homme peut éjaculer sans prendre de plaisir. Comme il peut prendre du plaisir sans éjaculer. Le plaisir créé avec l'éjaculation est un plaisir périphérique, qui est un plaisir où on perd l'énergie. On perd du Jing à travers l'éjaculation, le spermatozoïde, et ce fameux Qing, cette énergie sexuelle, s'évacue également. La deuxième catégorie de plaisir, c'est un plaisir sans éjaculation, où l'on intériorise ce plaisir. Il va remonter, il va parcourir deux méridiens qui sont le méridien yin, le vaisseau conception et le vaisseau gouverneur, qui font un tour circulaire du corps, vont se déverser dans le cerveau et va nourrir l'ensemble des tissus, des organes et des entrailles. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce Qing qui est normalement évacué sur un plaisir extérieur, va permettre de tonifier l'ensemble du corps. On dit que ce plaisir-là éloigne le médecin. C'est-à-dire ? Parce qu'il permet de conserver une bonne santé.
D'accord. Alors encore faut-il savoir comment il fonctionne, parce qu'on n'en parle jamais finalement de ce plaisir-là. Voilà, c'est un plaisir qui est pratiqué chez les taoïstes. Dans la tradition tantrique aussi. Voilà, en tantra également, et qui dit qu'effectivement l'éjaculation pour l'homme, je vais parler pour l'homme, n'est nécessaire que dans le cas d'une procréation. Où on perd effectivement cette part énergétique. Mais que dans l'acte sexuel, si on veut éviter la notion de petite mort, c'est-à-dire la baisse de l'érection après éjaculation, on conserve cette énergie, on la fait circuler et elle apporte du bien-être à l'ensemble de notre organe au lieu de nous vider. Alors pour ça, évidemment, il y a des choses à faire, il y a des points à connaître. Est-ce qu'il faut déjà soi-même, par exemple dans la pratique de la masturbation, s'ouvrir à ce type d'approche de son corps? La masturbation, que ce soit chez la femme ou chez l'homme, est très importante. Ça permet de se connaître, de connaître la montée de son plaisir et les limites atteintes pour atteindre l'orgasme. Chez l'homme, ça va être effectivement une tension au niveau des testicules qui vont légèrement remonter. Ça va être l'émission d'un liquide pré-spermique. Et là, effectivement, on est dans le seuil de l'éjaculation de type externe. Il y a des techniques qui permettent de ralentir ça, c'est-à-dire tirer les testicules légèrement en arrière. Et il y a un point qu'on appelle le point à $1 million ou à 1 million d'écus, qui était un point connu seul des moines taoïstes. Et ils attendaient qu'on leur donne effectivement 1 million d'écus pour le révéler, qui est entre les testicules et l'anus, qui est un point, on appelle ça les portes de la vie et de la mort, qui permet en le travaillant de couper l'éjaculation au moment du plaisir. Voilà, ou en tout cas de permettre à ce plaisir de se diffuser et de nous remplir plutôt qu'à ce moment-là. Voilà, et en évitant justement l'éjaculation. Alors, parlons peut-être des orgasmes. Je pense que dans la sexualité de la plupart des gens, un jour on a expérimenté quelque chose, on sait que ça fonctionne, donc c'est notre valeur sûre. Pourtant, nous sommes des êtres multi-orgasmiques. Est-ce que on méconnaît notre corps, les points qui peuvent nous permettre d'atteindre les orgasmes? Je pense, il y a aujourd'hui, on a tendance à placer les gens dans des cases hétérosexuels, bisexuels, homosexuels. Alors que, on va prendre encore l'exemple de l'homme. L'homme peut avoir un orgasme via son pénis, mais via sa prostate également. C'est-à-dire sur une pénétration anale, la prostate est un déclencheur d'orgasme. C'est pas pour autant que ça va classifier la personne, comme on le disait tout à l'heure, dans une case d'hétéro, d'homo et de bisexuel. Ça fait partie des zones pouvant être stimulées pour atteindre un fort plaisir. Mais ça fait peur aux hommes. Ça fait peur aux hommes qui, effectivement, sont dans une éducation, dans un héritage de culture et de codes et de tabous, et qui s'interdisent ce type de plaisir-là, oui. Alors concernant les femmes, c'est un petit peu la même chose. On ne sait pas trop, il y a une controverse qui dit finalement les femmes n'ont que des orgasmes clitoridiens et l'orgasme vaginal n'existe pas. Qu'est-ce que tu en penses? Finalement, les femmes peuvent jouir aussi de différentes manières? je suis moins calé sur le sujet pour ne pas l'avoir vécu. Mais je pense qu'effectivement, la partie clitoridienne est une expression. De façon embryologique, on est sur la naissance du pénis à travers le clitoris qui se prolonge à l'intérieur du corps. Donc on parle effectivement de cette zone du point G qui est une zone plutôt qu'un point derrière la symphyse pubienne, parce que c'est une partie qui est très innervée et où il y a un amas sanguin qui peut être stimulé. Donc là, est-ce qu'on est encore dans le plaisir clitoridien? À mon avis, plutôt que vaginal. Après, il faut savoir aussi que les parois du vagin sont aussi les mêmes que celles de la prostate. Donc, on se retrouve avec d'autres plaisirs, qu'ils soient anal ou sur une pénétration vaginale, sur un plaisir qui est beaucoup plus interne. Mmh. Alors, l'orgasme, d'un point de vue organique, qu'est-ce que ça provoque dans le corps, finalement? En quoi ça nous permet de rester en bonne santé? Alors, si on est sur un orgasme dit externe, ça va nous faire perdre de la santé.
Voilà. Ça c'est ce que tu nous disais en début d'émission. Ça va pas nous donner. Par contre, si on a un orgasme interne, on a une circulation énergétique à travers le qigong, cette énergie sexuelle, qui va se diffuser sur l'ensemble du corps, sur l'ensemble de nos tissus et de nos organes, et apporter une nourriture énergétique à chacun d'entre eux. Et ce qui va permettre de moins solliciter ce fameux qigong, cette énergie innée, et de la conserver pour d'autres actions, puisqu'elle s'use au fur et à mesure de nos actes, de nos mouvements, et elle va nous permettre effectivement de remplacer ce qigong momentanément et de le laisser se reposer. C'est un petit peu comme si on était en mode hybride. Aujourd'hui, le qigong, c'est la partie essence, et mettons que l'énergie sexuelle, c'est l'électrique. Voilà, on ne touche pas à notre réservoir d'essence, mais on roule à l'électrique. Alors parlons peut-être du commencement, on n'a pas démarré vraiment par ce qu'il fallait, mais parlons du désir. Alors, toi, tu catégorises différents types de désirs. Alors, voilà, ce n'est qu'une approche personnelle, mais il y a 3 types de désirs. On va dire il y a un désir du type émotionnel, donc où l'amour existe entre 2 personnes, et à partir de là, c'est l'émotion qui va déclencher le désir. Il y a le désir très mécanique, très alimentaire, et il y a le désir fantasmatique lié à effectivement une suractivité cérébrale. D'accord, alors pour revenir peut-être sur le mécanique, le désir mécanique, explique-nous un peu plus. Alors, désir mécanique va impliquer 2 organes. L'organe du rein en médecine chinoise, puisqu'il gouverne les orifices du bas et c'est la partie mécanique de la sexualité. Et l'organe du foie, parce que le méridien du foie fait le tour des organes génitaux, c'est la partie également apport sanguin, et c'est la libido désir. Donc ça va solliciter uniquement ces 2 organes-là. Par contre, c'est souvent une énergie, encore une fois, qui a tendance à vider, puisque elle apporte un flux d'énergie très très puissant à l'organe à un moment donné, qu'il est difficile de catalyser et de retransformer en énergie circulatoire, et qu'on a tendance à vouloir évacuer. D'accord. Alors là, tu nous parlais du foie, finalement. Est-ce qu'une problématique autour du foie, du style, je sais pas, vide du foie, entraîne une baisse de désir ? Alors, la libido peut être variée par plusieurs axes. La partie émotionnelle, c'est-à-dire quelqu'un qui a un fort stress, une colère, un non-deuil, peut effectivement avoir une baisse de libido. On peut également avoir une baisse de libido par un vide énergétique dû à une suractivité, une grande fatigue. Une grande fatigue peut être dans le surmenage du travail comme une sous-alimentation. Une mauvaise alimentation ne donne pas une énergie suffisante pour effectivement être dans la notion de désir, qui peut être liée par le rein si c'est uniquement hormonal. Ça peut engendrer effectivement cette baisse de libido. Les perturbations médicamenteuses aussi, j'imagine. Parlons peut-être, je sais pas, quelques minutes de la pilule. En médecine traditionnelle chinoise, déjà, voilà, c'est une question que j'ai jamais posée, mais quels sont leurs types de contraception ? Qu'est-ce qu'on préconise ? Les techniques dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que si chez l'homme, on travaille les techniques du Tao, on n'éjacule pas. C'est vrai. Donc pas besoin de contraception. Et donc si, pour l'instant, c'est le choix en fait finalement de tout le monde, à un moment de passer dans une sexualité plus dite de recharge que de décharge, mais en tout cas pour des gens qui sont peut-être pas encore prêts à aller vers ça. Il y a le retrait, faut-il encore le maîtriser ? Et c'est là où je dis que la masturbation est extrêmement intéressante, parce que la masturbation chez l'homme va permettre de connaître sa limite où effectivement ce plaisir va se déclencher, et éventuellement cette éjaculation va se déclencher. Le fait de se masturber permet d'arriver à définir ce seuil, et justement dans une relation on préfère éviter que la femme prenne une contraception qui n'est pas obligatoirement très bon pour la santé, ça permet de se retirer et de limiter les risques de grossesse. C'est assez étonnant de se dire que finalement les hommes peuvent ne jamais éjaculer, enfin en tout cas quand ils connaissent leur corps et ces techniques-là, et que ça ne pose pas de problème. Alors, tu vois, ça vient contrer une telle idée reçue de se dire, voilà, je suis avec une femme pendant 20 ans, à part le moment où on a voulu faire des enfants, sinon j'ai jamais éjaculé.
Voilà. Souvent, parce qu'on associe d'une part éjaculation et plaisir, et d'autre part, c'est pas obligatoirement non plus évident d'expliquer à sa partenaire qu'on va prendre du plaisir sans éjaculer. Il y a aussi tous ces codes d'éducation qu'on peut avoir où la partenaire demande à un moment donné, est-ce que tu as pris du plaisir? Oui, j'en ai pris beaucoup, mais t'as pas éjaculé, mais j'en ai pris beaucoup. Et donc effectivement, c'est une communication, une nouvelle façon d'aborder les choses. Tout le monde n'y est pas prêt, mais voilà, il faut simplement l'expliquer et expliquer comment ça fonctionne. Parce que c'est vrai que, je pense pour la majorité, 99% des gens, c'est un discours qui paraît assez étonnant. C'est bouleversant. Ça peut paraître étonnant, mais pour ceux qui pratiquent les techniques du Tao, il faut savoir que le plaisir déclenché, alors qu'on n'a pas d'éjaculation, c'est-à-dire que ce plaisir interne, est beaucoup plus puissant qu'un plaisir avec éjaculation. Donc pour les non-adeptes, allez-y, parce que c'est intéressant. Alors, est-ce qu'il y a des livres? Est-ce que finalement on doit, je sais pas, tester sur soi? Est-ce qu'un homme doit finalement se masturber pour comprendre comment ça fonctionne avant de le partager avec une femme? L'idéal, c'est de le partager à deux, parce que chacun peut apporter des techniques pour optimiser le plaisir dans la relation. Et puis pour aussi comprendre que l'homme ne va plus éjaculer, même sur une nouvelle partenaire, c'est pas obligatoirement très très simple de dire mais je vais prendre du plaisir, mais t'attends pas à ce que j'éjacule parce que c'est pas mon mode de fonctionnement. Donc c'est faire aussi sauter certains codes. Bien sûr. Le mieux, c'est il y a deux livres qui ont été faits, donc un qui s'appelle L'homme multi-orgasmique, parce qu'on peut être multi-orgasmique, et la sexualité féminine, qui sont des deux ouvrages hyper intéressants où il y a des techniques, autant pour la femme que pour l'homme, pour justement fermer ce circuit énergétique, retrouver un plaisir interne et non externe, et monter en puissance, aller ce qu'on appelle dans la vallée du plaisir de la femme, et se donner des seuils de plus en plus élevés dans le domaine du plaisir. On a l'impression d'être finalement dans une société qui réduit un peu notre plaisir, ou est-ce que tu penses que c'est la responsabilité de chacun d'aller aussi explorer un petit peu toutes les pistes qu'on trouve en matière de sexualité? Il y a une notion sociétale où déjà on est très stressé, on va toujours très vite, on optimise le temps, et s'il y a un endroit où il ne faut pas optimiser le temps, c'est bien dans ce domaine-là. Donc, puis les gens finalement ont besoin de libérer, tu parles de cette décharge, mais c'est vrai, bon, même si ça les vide d'une énergie, ils prennent ça pour un plaisir quelque chose qui leur fait du bien en tout cas. C'est une tension supplémentaire, et puis surtout on va dire chez l'homme de façon physique, quand l'homme est en érection, il y a quand même ce qu'on appelle le syndrome des testicules bleus, c'est-à-dire qu'il y a presque cette douleur de l'érection qui doit être évacuée pour relâcher. Qui plus est couplé à un mode de fonctionnement sociétal où on a du stress au niveau du boulot, on a du stress parce qu'on habite en ville, on a du stress parce qu'on est dans les bouchons. Il faut évacuer, puis dans la mesure du possible, on essaie de tout évacuer d'un coup, alors que ce n'est pas obligatoirement la meilleure des solutions. Et puis pour tous les gens, on en parlait aussi hors antenne, qui souffrent d'addiction autour de ça et qui ont besoin de se masturber beaucoup de fois par jour, évidemment ça peut complètement changer leur vie, ça peut leur permettre déjà, parce que j'imagine qu'avoir besoin de vider cette énergie, il y a quelque chose derrière de beaucoup plus profond. De toute façon, c'est se vider ou se remplir. On est dans deux choses qui sont des syndromes, des syndromes d'addiction. Il y a un bouquin qui est très intéressant qui s'appelle Le syndrome de Tarzan, qui parle des addictions dues aux blessures de l'enfant intérieur. Mais je pense qu'effectivement, on peut, même si on est toujours dans ce mode d'addiction, arriver à se masturber sans pour autant se vider. Et c'est là que c'est intéressant, parce que se masturber plusieurs fois par jour, au niveau du jing, cette énergie qu'on a qui est innée, c'est une catastrophe. J'imagine que le mec qui rentre chez lui, on avait eu un courrier de lecteur pour notre magazine Principe de santé, il y a un homme qui avait besoin de le faire 15 fois par jour, c'est-à-dire que le mec n'a plus d'énergie, n'a plus de force. C'est surtout qu'il vide son réservoir qui est dédié pour quelques dizaines d'années, il le vide de façon exponentielle, et le jour où il tombe en panne sèche... dangereux. Alors en tout cas, c'est vrai que là, pendant cette émission, je pense qu'on va peut-être un peu bouleverser les idées reçues qu'ont un petit peu tous les gens autour de la sexualité. Toi, est-ce que c'est quelque chose dont tu parles assez régulièrement, je sais pas, dans ta patientèle ou...
Moi, j'ai pas de tabou, donc à partir de là, je pense que tout sujet peut être abordé de façon ludique, de façon simple. Il n'y a pas de sujet interdit. C'est souvent la façon de l'aborder qui pose problème. Puis finalement, moi, ça me laisse entendre aussi que la sexualité de quelqu'un peut révéler beaucoup de choses sur ce qu'elle est. Dis-moi comment tu fais l'amour et je te dirai un peu qui tu es. Et... Tout à fait. Est-ce que ça révèle tellement de choses? Ça peut révéler des problèmes éducatifs, ça peut révéler des addictions, des blessures d'enfants, ça peut révéler des modes de fonctionnement dans l'urgence, dans la problème de gestion des sangs. On peut extrapoler effectivement l'acte sexuel pratiqué à quasiment une étude sociologique. Un rapport à soi, un rapport à soi-même. Ouais, tout Exactement. À fait, ouais. Tout à fait. Alors en tout cas, des pistes à explorer. Je pense qu'on va laisser cette émission un peu à méditer pour tous les auditeurs. Complètement. Alors s'ils ont, en tout cas, donc tu nous as parlé de 2 ouvrages assez intéressants dont on peut peut-être donner le titre. Ce sont deux ouvrages assez ludiques. Donc celui pour la femme s'appelle Le Tao de l'amour retrouvé, donc l'énergie sexuelle féminine. Donc c'est aux éditions Très Daniel. Et L'homme multi-orgasmique, l'énergie sexuelle masculine, toujours aux éditions Très Daniel, qui sont 2 ouvrages, l'un pour l'homme et l'autre pour la femme, permettant effectivement d'explorer une autre forme de plaisir, une autre forme de pratique, et surtout l'enlever des tabous dont on a pu parler tout à l'heure. Et puis se libérer peut-être de certains problèmes plus d'ordre émotionnel, psychologique. Voilà, et puis rentrer un petit peu par exemple, chez l'homme, c'est des techniques qui permettent de travailler sur l'éjaculation précoce, qui est une problématique. Voilà, au lieu de prendre des médicaments, je pense que exactement. Ça peut représenter une meilleure solution. Exactement. Alors, cher Bertrand, si les auditeurs ont envie de t'écrire, réagir sur cette émission, je pense qu'ils seront nombreux d'ailleurs à réagir, sur quelle adresse mail peuvent-ils le faire ? Alors, on peut le faire sur contact @laboratoire avec un S, bimont.fr. Donc, on répond en général souvent dans les 24-48 heures à ce type de questions, enfin, même s'il y en a d'autres dans le domaine énergétique. Alors juste une dernière petite question par rapport à la poudre de perles, qui est un produit que tu commercialises et qui permet notamment d'aider par exemple les femmes qui ont une certaine baisse de libido. Voilà, c'est de par son tropisme au niveau de l'énergie du rein et de l'énergie du foie, c'est effectivement un produit qui va tonifier la libido féminine. Voilà. Maintenant, il faut aussi prendre en ligne de compte que la libido peut être liée à des problèmes environnementaux. Ça peut représenter finalement quoi, un pansement en attendant d'aller un petit peu plus loin, chercher ce qui pose problème. Le petit tremplin qui va permettre effectivement de réactiver les choses, sachant qu'il faut travailler de toutes les manières dans une notion de globalité sur ce type d'approche-là. Ce que vient nous enseigner la médecine traditionnelle chinoise, et on en a bien besoin en tout cas. En tout cas, oui, c'est un sujet assez intéressant. Merci Bertrand Bimont pour toutes ces informations. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire, mais c'était très intéressant. Merci Nathalie, à bientôt.